Nous allons commencer maintenant avec la deuxième partie de l'après-midi. Nous avons deux exposés de Frédéric Keck et d'Alain Prochiance. Et donc, je vous présente Frédéric Keck, qui est chercheur au CNRS et directeur de la recherche du musée du Quai Branly et anthropologue, après avoir été philosophe, ou en étant toujours philosophe. On empile, mais on ne chasse pas les savoirs qu'on a incorporés. Son exposé est intitulé « Laissez vivre les sentinelles, transformation de la biopolitique par les chasseurs de virus ». Et si j'ai bien compris, il sera question de relations aussi. Merci. Je voudrais également remercier les organisateurs pour leur invitation à ce colloque. Parmi les questions nouvelles concernant la nature ou les natures dans les sociétés contemporaines, il y a celle que soulève l'énoncé suivant. La nature est la plus grande menace bioterroriste. Cet énoncé a circulé dans les années 2000 au sein de la communauté des experts en santé globale pour critiquer l'investissement massif des autorités américaines dans la recherche sur les pathogènes qui pourraient être utilisés comme armes biologiques. Selon ces experts, la plus grande menace pour la santé globale n'était pas l'utilisation de l'anthrax ou de la variole par des terroristes en Afghanistan ou en Irak, mais l'émergence d'un nouveau virus en Afrique centrale ou dans le sud de la Chine. Au cours des 30 dernières années, en effet, l'annonce de l'éradication de la variole par l'Organisation mondiale de la santé a été suivie par l'émergence de nouveaux virus, comme Ebola en 1976, récemment revenu, le VIH-Sida en 1981, devenu depuis pandémique, le virus de grippe aviaire en H5N1 en 1997, ou le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003. Ces nouveaux virus, à la différence de l'anthrax ou de la variole, étaient complètement inconnus dans leur mécanisme d'émergence comme dans leurs effets, ce qui justifiait la création d'un nouveau domaine de recherche. La journaliste scientifique Madeleine Drexler écrit ainsi en 2002 « Le plus grand bioterroriste est mère nature elle-même ». Robert Webster, spécialiste mondial des virus de grippe, écrit en 2003 « Les expériences menées par la nature avec le H5N1 en Asie et le H7N7 en Europe peuvent être la plus grande menace bioterroriste ». Malik Peris et Iguan, découvreurs du virus du SRAS à Hong Kong, écrivent en 2004 « Le SRAS nous rappelle que la nature reste la plus grande de toutes les menaces bioterroristes ». C'est une des rares occurrences de la nature avec une majuscule dans les articles scientifiques, dont un grand nombre sur ces thèmes sont d'ailleurs parus dans la revue Nature. Cet énoncé, à travers les formes variables qu'il a prises dans le contexte sécuritaire de la chute de l'Union soviétique et des attaques du 11 septembre 2001, est paradoxal car il semble attribuer des intentions à la nature. Il détourne en effet la peur d'une attaque terroriste vers la peur d'une épidémie, ces deux événements pouvant éclater à n'importe quel moment par des voies imprévisibles, d'où le terme qui leur est commun en anglais « outbreak ». Mais alors que les épidémies résultent de mutations aléatoires des microbes, les attentats terroristes sont intentionnellement orientés par des idéologies. Les virologistes jouent sur la métaphore du terrorisme pour décrire la façon dont les virus détournent, en anglais hijack, les mécanismes de réplication de la cellule pour se multiplier en faisant exploser leur hôte. Mais ils précisent que les virus n'ont pas d'autre visée que de se reproduire, la mort de leur hôte étant ainsi un effet accidentel qu'il faut expliquer. La métaphore du bioterrorisme traduit ainsi le passage entre deux conceptions de la nature. Une nature régie par des mécanismes connus par des lois de probabilité et une nature conçue comme totalité capable d'agir sur un de ces éléments. L'émergence d'une maladie infectieuse nouvelle est à la fois un événement probable selon les règles de mutation microbiologique et un événement catastrophique lorsqu'il frappe une population non immunisée, comme les Amérindiens lorsque les Européens leur apportèrent la variole. C'est ce passage du risque à la catastrophe que marque la métaphore du bioterrorisme appliquée aux maladies infectieuses émergentes. Du fait de sa signification politique et morale,
l'émergence est, pour paraphraser Henri Bergson, un mécanisme de mutation biologique qui se comporte comme s'il avait une intention. Ce basculement dans les conceptions de la nature avait déjà été effectué dans les années 1960 à travers un courant de pensée médicale connu sous le nom d'écologie des maladies infectieuses. Il s'agissait alors de rompre avec les dispositifs de lutte hérités de Pasteur et Koch, faisant du microbe un ennemi de l'humanité issu d'une nature dangereuse, pour suivre les microbes dans leur environnement et tracer les interactions positives et négatives avec les humains. La maladie infectieuse s'explique alors par une rupture de l'équilibre entre les microbes et leur hôte dans un écosystème. René Dubos, médecin français, spécialiste des bactéries du sol à l'Institut Rockefeller de New York, pressent que les antibiotiques vont favoriser des bactéries résistantes et qu'il faudra en inventer de nouvelles. Dans un de ses slogans, il est connu également pour avoir inventé le slogan « Penser local, agir global », il dit « La nature contre-attaque, nous devons courir pour rester à la même place ». Frank McFarlane Burnett, fondateur de l'école australienne d'immunologie, s'inquiète des déplacements de population et des espèces invasives. Il écrit dans son « Histoire naturelle des maladies infectieuses », et Bruno Latour a rappelé cette grande tradition de l'histoire naturelle, « La nature a toujours semblé travailler pour un état d'équilibre, un écosystème provisoirement stable, atteint par des forces naturelles, et lorsque nous cherchons à remodeler un tel écosystème, nous devons nous rappeler que la nature travaille contre nous. » Du point de vue des microbes, l'humanité n'est pas une fin de l'évolution, mais un goulet d'étranglement, en anglais bottleneck, voire un cul-de-sac, dead end, où les relations entre hôtes et microbes deviennent imprévisibles, particulièrement si les possibilités de mutation se multiplient du fait de contacts plus fréquents entre les humains et les autres animaux. Si ces énoncés nous semblent paradoxaux, c'est que nous ne pouvons pas penser que la nature soit à la fois un ensemble de mutations probables et une série d'événements catastrophiques. Nous suivons des techniques de pouvoir que Michel Foucault qualifie de pastorales lorsque nous raisonnons sur la santé en considérant les vivants comme des populations d'individus singuliers qui se gouvernent et se régulent sur un territoire. Mais les microbiologistes pensent et agissent davantage comme des chasseurs lorsqu'ils prennent alternativement le point de vue du microbe et de son hôte pour décrire leurs relations dans un environnement global perturbé. Je voudrais décrire ici cette transformation de ce que Foucault a appelé biopolitique par ceux qu'on qualifie, depuis un livre fameux de Paul de Cruyff en 1926, les chasseurs de microbes. Les contradictions apparentes dans leur discours sur la nature cessent de choquer si l'on observe les dispositifs et les pratiques par lesquels les microbiologistes surveillent les animaux pour y dépister de nouveaux microbes. Dans un article publié en 2004 par Anthropology Today, Stephen Collier, Andrew Lakoff et Paul Rabinow s'interrogent sur la formation d'un nouveau mode de gestion des risques qu'ils décrivent sous le nom de biosécurité. Ce terme s'applique au matériel biologique qui circule globalement et dont la transcription sous forme génétique permet d'anticiper les mutations. Les normes de biosécurité, selon l'analyse de Stephen Inchliff et Nick Bingham, visent à réguler la circulation de ce matériel biologique pour éviter des événements catastrophiques comme l'usage d'armes biologiques, l'arrivée d'espèces invasives sur un territoire vierge ou l'émergence d'un nouveau pathogène dans une population non immunisée. Ces normes sont identiques que l'événement anticipé soit intentionnel ou non. Il s'agit dans tous les cas de se préparer à une catastrophe pour en limiter les dégâts, sans s'interroger sur les causes de la catastrophe elle-même. Cet impératif de préparation, en anglais preparedness, demande aux gestionnaires de risque d'imaginer que la catastrophe a eu lieu pour atténuer les vulnérabilités qu'elle rend visibles dans les infrastructures. Ainsi, les plans de préparation aux pandémies obligent à stocker des doses de vaccins pour maintenir les administrations, les hôpitaux, les écoles en cas de pandémie. Il prévoit également des exercices de simulation de la pandémie pour que les différents services concernés
apprennent à se coordonner en situation d'urgence. Ces techniques, selon l'analyse de Collier et Lakoff, furent inventées au début de la guerre froide pour préparer les populations à une explosion nucléaire, puis transférées à la fin de la guerre froide vers les catastrophes naturelles, les épidémies nouvelles ou les attaques terroristes. Une de ces techniques de préparation consiste à placer des capteurs de signaux d'alerte précoces d'une catastrophe que l'on appelle des sentinelles. La notion de sentinelle a connu un large usage dans la lutte contre le terrorisme, où elle désigne des soldats qui se mêlent à la population pour détecter l'ennemi malgré son caractère invisible. Mais il prend un sens plus large dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, où il qualifie 3 types d'êtres sur des échelles différentes. Il y a d'abord des cellules sentinelles, qui sont les premières à se porter au contact d'un microbe inconnu pour en capter l'information antigénique et la transmettre aux autres cellules du système immunitaire. Ces cellules, en forme de synapses, sont particulièrement sensibles à la nouveauté de l'information biologique rencontrée par l'organisme. On explique le caractère hautement pathogène des virus émergents par le fait qu'ils parviennent à leurrer ces premiers niveaux de signalisation pour se porter vers des cellules plus rudimentaires qui déclenchent alors des paniques immunitaires appelées tempêtes de cytokines, détruisant ainsi l'organisme hôte dans lequel le virus cherche à se répliquer. Ces mécanismes de leurre, riches en métaphores synégétiques, permettent de décrire comment un système immunitaire naturel agit sur l'une de ses composantes à partir de seuils catastrophiques. Il y a ensuite des territoires et des populations sentinelles dans lesquelles une épidémie nouvelle se déclenche avant de se propager au reste du monde. Ainsi, le travail mené par les virologistes sur les virus à fièvre hémorragique, comme Ebola ou Lassa, ou sur les virus d'immunodéficience acquise chez les singes en Afrique équatoriale, vise à identifier des lieux, en anglais hotspots, où de nouvelles maladies apparaissent avant qu'elles ne deviennent pandémiques, puisque ces virus sont proches chez les singes et chez les humains. De même, le sud de la Chine a été décrit comme un des épicentres des pandémies de grippe, du fait de la proximité entre oiseaux aquatiques, porcs et humains, puisque les oiseaux constituent le réservoir animal pour les mutations de virus de grippe qui passent par les porcs pour s'adapter à l'organisme humain. De fait, après la pandémie de grippe espagnole en 1918, les pandémies de 1957 et 1968 ont d'abord été déclarées à Singapour et à Hong Kong. En 1997, lorsque le virus H5N1 fut identifié à Hong Kong avec une létalité de près de 70%, c'est-à-dire qu'il tue 2 personnes sur 3 qui l'infectent ou qui sont déclarées infectées, une alerte fut lancée au niveau mondial pour suivre les mutations de ce virus en Asie puis en Europe. Ces dispositifs d'alerte ont été critiqués par les spécialistes de la santé globale car ils stigmatisent certaines pratiques des pays du Sud comme sauvages ou arriérées, telles que la consommation de la viande de brousse ou l'élevage de poulets en basse-cour. Mais ils permettent de repérer des points critiques d'amplification des maladies infectieuses émergentes du fait de la globalisation, notamment avec l'élevage de volailles dans des systèmes industriels confinés et segmentés, ou avec l'exportation de singes dans les pays du Nord à des fins de consommation ou d'expérimentation. Ces points critiques, rejoignant ainsi les zones critiques de Bruno Latour, se situent sur des seuils du processus de domestication. Entre ces deux niveaux, immunologique et politique, où circule la notion de sentinelle, il y a un niveau intermédiaire que je qualifierais d'ethnographique, car il permet d'observer des relations entre humains et animaux pour décrire comment elles sont transformées par l'anticipation des maladies infectieuses émergentes. Dans les fermes de Hong Kong, des volailles non vaccinées sont placées à l'entrée des rangées de cages appelées sentinelles, en chinois Xiaobingji, qui signifie littéralement « poulets sifflant comme des soldats ». Cet usage de poulet sentinelle est le seul à ma connaissance pour la grippe aviaire, mais il est fréquent pour d'autres maladies, comme l'encéphalite de la vallée de Murray en Australie, où des poulets sont placés dans des cages pour détecter la présence de moustiques susceptibles de transmettre une maladie mortelle aux humains.
le gouvernement de Hong Kong a imposé la vaccination des volailles dans la trentaine de fermes qui restent sur le territoire, après avoir tenté de mettre fin à cette filière. Les citoyens de Hong Kong sont restés attachés aux races locales élevées dans ces fermes et sont prêts à payer le double du prix de volailles importées de Chine continentale. La norme prescrite dans ces fermes est d'avoir 60 sentinelles pour un bâtiment contenant 3500 poulets d'élevage, et la ferme où j'ai travaillé, qui contenait 70 000 poulets, fut infectée en décembre 2008 par le virus H5N1. L'alerte fut lancée lorsqu'une centaine de poulets sentinelles moururent avec un taux de mortalité de 83%. Des volailles vaccinées moururent également, mais avec un taux de mortalité de 7%. L'usage pour les poulets non vaccinés est de ne pas les vendre sur les marchés, même s'ils sont parfois destinés à une consommation locale. Ces poulets sont donc littéralement en première ligne de l'exposition de la ferme au virus, là où sont appliquées d'autres mesures de biosécurité. Dans le rapport qui fut établi par l'administration en charge de l'agriculture au gouvernement de Hong Kong, après le cas de H5N1 de décembre 2008, 2 explications furent données pour l'infection de cette ferme. La première était le manque de respect des règles de sécurité par les employés. Ils ne portaient pas de gants ou de masques quand ils entraient dans la ferme et ne nettoyaient pas leurs bottes dans les bassins prévus à cet effet. Les filets en métal produisant une charge virale, les filets en métal construits autour de la ferme avaient des trous qui avaient pu laisser passer des moineaux porteurs du virus. On voit ainsi un moineau qui ichait sur une des cages. La seconde critique était que la concentration des sentinelles au bout des rangées de cages produisait une charge virale excessive pour les volailles vaccinées. Le rapport prescrivait donc une plus grande dispersion des sentinelles dans l'élevage de volailles pour répartir la charge virale. Ce rapport, blâmant un manque de biosécurité dans le premier cas, un excès de biosécurité dans le second, posait une question qui déborde largement le cadre de la grippe aviaire. Comment vivre à bonne distance avec les sentinelles ? Quelles relations peuvent être nouées entre les vivants et ces capteurs posés en première ligne de l'exposition à une menace ? Si les virus émergents franchissent les frontières entre les espèces, les poulets sentinelles sont dans une position intermédiaire entre les humains, non vaccinés pour une maladie qui n'est pas encore passée à l'homme, et les autres poulets, vaccinés pour une maladie endémique chez les volailles. Et puisque la vaccination est aujourd'hui une des marques de la domestication, un poulet non vacciné est plus proche d'un oiseau sauvage exposé aux mutations du virus dangereux. Le poulet sentinelle, abattu lorsqu'une crise sanitaire touche une ferme, rappelle que l'espèce Gallus gallus fut domestiquée en Chine il y a 5000 ans à des fins de divination selon les hypothèses de certains archéologues. Ce brouillage des frontières entre le sauvage et le domestique peut être observé à partir d'un autre cas de sentinelle. En mai 2007, les virologistes de l'Université de Hong Kong tinrent une conférence de presse commune avec l'Association des observateurs d'oiseaux de Hong Kong pour montrer la diffusion du virus H5N1 depuis le marché aux oiseaux, situé en plein cœur du quartier le plus peuplé du territoire, Mongkok, d'où était partie l'épidémie de SRAS 4 ans plus tôt. Il s'agissait pour les observateurs d'oiseaux de critiquer les mesures prises par le gouvernement lorsqu'un oiseau sauvage était découvert porteur du virus H5N1, visant à fermer les réserves naturelles où les birdwatchers se livraient à leur hobby, une passion enseignée par les officiers coloniaux britanniques et partagée depuis la rétrocession par la classe moyenne chinoise éduquée. Selon les observateurs d'oiseaux et leurs alliés virologistes, le risque de transmission de la grippe aviaire était très faible dans les réserves naturelles, où les hommes se tenaient à distance des oiseaux, et plus élevé dans les marchés aux oiseaux, où les interactions étaient plus fortes. Les observateurs d'oiseaux mettaient notamment en cause une pratique traditionnelle encadrée par des moines bouddhistes visant à relâcher des oiseaux achetés sur les marchés dans des parcs naturels adjacents. Des enquêtes montraient que ces oiseaux mouraient souvent du fait d'être enfermés dans des cages et relâchés dans des environnements inappropriés.
une phrase circulait dans les milieux populaires condamnant cette pratique en disant qu'il ne s'agissait pas de lâcher la vie, ce qui est le sens étymologique du terme fangsheng, par lequel cette pratique était catégorisée, mais de lâcher la mort, fangse. Donc vous voyez une photo qui est prise sur le marché aux oiseaux de Mongkok. Cette pratique est aujourd'hui interdite à Hong Kong et les photos que j'ai prises sont issues de Hangzhou, où elle est encore en usage, encadrée donc par des moines bouddhistes. Et la photo du charnier des oiseaux m'a été fournie par les observateurs d'oiseaux de Hong Kong. La controverse porte donc sur ce qui peut être qualifié de sentinelle dans un contexte de menace de grippe aviaire pandémique. Selon les bouddhistes, les oiseaux relâchés étaient des sentinelles pour la souffrance produite dans les marchés, et le mouvement de leurs ailes, au moment de la libération, était le signe d'une accumulation de mérites, en chinois gongde, donnant ainsi une justification au prix parfois élevé que les pratiquants avaient dû payer pour les acheter. On retrouve ainsi certaines pratiques ou conceptions qui ont été évoquées ce matin par Jean-Noël Noret. Selon les birdwatchers, ces oiseaux étaient plutôt des sentinelles pour le commerce international des oiseaux d'ornement, qui transportent des oiseaux sur des milliers de kilomètres et conduit soit à leur mort dans un environnement inapproprié, soit à la diffusion d'espèces invasives. Les premiers invoquaient un cycle des âmes dans un monde où hommes et animaux communiquent par la souffrance. Les seconds se référaient à une conception des écosystèmes dont les maladies infectieuses révélaient les perturbations. Ce désaccord ontologique menait à une discussion pratique sur ce qu'implique libérer les oiseaux. Les bouddhistes avaient édité des livres de prières permettant de faire communiquer les âmes des oiseaux libérés avec celles des animaux, humains et non humains, souffrant dans le reste du monde. Les birdwatchers diffusaient des livrets analogues qu'ils intitulaient « Libération scientifique », que shui fangsheng, pour expliquer dans quel environnement peut être libérée telle ou telle espèce d'oiseau. Ils organisaient des cérémonies le dimanche pour libérer des oiseaux qu'ils avaient soignés après les avoir interceptés à la frontière dans des circuits de contrebande. Grâce à des antennes satellites, ils pouvaient suivre les oiseaux après leur libération pour voir s'ils s'adaptaient à leur nouvel environnement. Une sentinelle n'est donc pas seulement une espèce animale exposée à une menace qui affecte les humains. Elle doit être équipée pour envoyer des signaux d'alerte par lesquels les humains communiquent avec elle. Un livret de prières religieuses ou d'informations naturalistes qui encadre le lâcher, un prix sur un marché ou une antenne satellite qui permet d'en mesurer les effets. Il ne s'agit donc pas d'opposer conception scientifique et religieuse en contrastant les âmes des bouddhistes avec les virus des birdwatchers, même si tous deux sont invisibles et apparaissent dans des situations catastrophiques impliquant des hommes et des oiseaux. Bouddhistes et birdwatchers combinent différemment des pratiques de chasse et des pratiques pastorales, puisqu'ils doivent extraire d'une population d'oiseaux des spécimens considérés comme des sentinelles qu'ils relâchent dans un environnement plus large et avec lesquels ils instaurent des relations à distance dans un espace virtuel. L'alliance des virologistes avec les birdwatchers leur permet de construire cet espace virtuel en simulant des écosystèmes perturbés sur des bases de données. Bouddhistes et birdwatchers préparent les humains aux pandémies en construisant avec les oiseaux des sentinelles consistantes, mais les birdwatchers s'appuient sur des simulations plus denses puisqu'elles relient les différentes espèces animales par des mutations virales de proche en proche. Les bouddhistes adoptent des pratiques plus pastorales puisqu'ils mettent au centre de leurs préoccupations le soin des populations, alors que birdwatchers et virologistes sont plus proches des pratiques de chasse puisqu'ils se soucient davantage de la collecte des données sur les oiseaux. Mais tous ces groupes peuvent négocier à partir d'un problème commun qui est celui de la sentinelle. J'arrive à ma conclusion. Michel Foucault définissait la biopolitique comme le passage du pouvoir de faire mourir et laisser vivre, caractéristique selon lui du pouvoir souverain au XVIIIe siècle, au pouvoir de faire vivre et laisser mourir.
Les commentateurs de Foucault ont souligné que la gestion des menaces pandémiques combine un faire vivre, notamment par des campagnes de vaccination ou des exercices de simulation, un laisser mourir, pour des populations atteintes de maladies négligées ne suscitant pas de mobilisation globale, et un faire mourir, par le retour à la quarantaine des voyageurs ou à l'abattage massif d'animaux malades. Mais ils ont peu interrogé ce que signifie laisser vivre. C'est pourtant une question centrale pour les naturalistes lorsqu'ils doivent relâcher des animaux sauvages après les avoir provisoirement intégrés dans une communauté de soins. Il se pourrait que cette case vide dans la formule de Foucault indique des pratiques de chasse d'animaux sauvages ou de cueillette des végétaux qui sont restés à l'écart de sa généalogie des techniques de pouvoir. Cette hypothèse est d'autant plus tentante que Foucault formule une généalogie du pouvoir pastoral sans jamais faire référence aux travaux d'André-Georges Audricourt, qui met en contraste au même moment le pouvoir pastoral avec d'autres formes de relations à la nature et à autrui dans les sociétés d'Asie et du Pacifique. Je fais référence à son article fameux « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui » paru dans l'Homme en 1962. Alors que Foucault définit le pouvoir comme une action sur des actions, l'expression « laisser vivre » permet d'étudier ce qu'Audricourt a appelé des actions indirectes négatives dans des contextes non occidentaux. Laisser vivre des animaux peut ainsi être décrit comme une façon de faire parler ces animaux ou de communiquer avec eux à distance. Dans son grand livre « Rules of Experts », Tim Mitchell demande « Les moustiques peuvent-ils parler ?» Il interroge ainsi la façon dont la technocratie moderniste en Égypte doit composer avec les moustiques anophèles, porteurs du paludisme, pour construire des projets d'aménagement du Nil. C'est une question centrale en anthropologie de la nature de déterminer dans quelle mesure les animaux atteints de maladies infectieuses qu'ils partagent avec les humains, qu'on appelle zoonoses, comme l'encéphalopathie spongiforme bovine ou vache folle, qui a frappé l'Europe dans les années 1990, peuvent être considérés comme des sujets de droit dans une communauté élargie. Souvent, un tel élargissement est proposé par un recours à la fiction, littéraire ou juridique. J'ai voulu montrer que la notion de sentinelle commune au combat contre le terrorisme et à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes permet de penser un tel élargissement en restant à l'intérieur des pratiques de simulation qui constituent l'imaginaire des virologistes. En visualisant les mutations parfois catastrophiques des microbes à travers leur information génétique, les virologistes perçoivent des signaux d'alerte au plus près des populations animales. Les frontières qui démarquent ces populations, humains, non humains, sauvages, domestiques, sont des discontinuités que franchissent les mutations continues des pathogènes, rendant possible leur anticipation par des sentinelles. En laissant vivre ces sentinelles, les virologistes en font des opérateurs de communication par-delà les frontières. Dans la leçon de sagesse des vaches folles, Claude Lévi-Strauss interroge l'expression « vache cannibale » qui avait été lancée dans l'opinion publique pour décrire les vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme du fait de leur consommation de farines animales. Loin d'être dénaturées, ces vaches atteindraient, selon lui, le plus haut degré de perfection que comporte la nature animale, puisqu'elles partageraient avec les humains, je cite toujours, la principale surveillance des sources d'énergie et des machines. C'est un article paru dans La Repubblica en 1997 et récemment réédité dans le collectif « Nous sommes tous des cannibales ». Afin de répondre aux préoccupations croissantes pour le bien-être animal, Lévi-Strauss propose que les autres vaches soient libérées pour être chassées et mangées avec le même respect que celui que les cannibales expriment envers leurs ancêtres ou leurs ennemis. Lévi-Strauss distingue ainsi deux types de sentinelles, l'une domestique, consacrée à la surveillance, et l'autre sauvage, fournissant de la viande. Les deux figures de sentinelles que j'ai étudiées à Hong Kong inversent celles que propose Lévi-Strauss, mais elles retrouvent son interrogation sur ce que la libération des animaux révèle des pratiques des chasseurs dans les sociétés pastorales. Lévi-Strauss a en effet suivi de près les travaux du virologiste Carleton Gage-Duzec sur la transmission du kourou par les pratiques cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Mon ethnographie des sentinelles reprend ainsi une proposition apparemment étrange de l'anthropologue au contact d'un chasseur de virus pour étudier une forme d'action et de communication qui s'invente dans les nouvelles relations entre vivants par la globalisation des menaces écologiques, sanitaires et sécuritaires. Merci de votre attention.